Sur une imprimante 3D, au moment où le fil chaud va être déposé sur son support, la grande différence de température peut amener la pièce en plastique à mal adhérer ou à entraîner une déformation des premières couches. Alors pour éviter ce phénomène, la plupart des imprimantes 3D qu'on va trouver dans le commerce sont équipées d'un tapis chauffant qui va permettre de maintenir au niveau du support justement une température de 50, 60, 80 degrés en fonction du plastique avec lequel on veut travailler. Alors dans cette vidéo, on va voir justement, s'appuyant sur cet exemple assez simple, en quoi la notion de régulation et la notion d'asservissement va justement nous être très utile. Alors dans notre cas, on dispose de cette plaque chauffante et on souhaite garder sa surface à une température de 55 degrés. Alors notre cahier des charges, il nous impose d'atteindre ces 55 degrés à 1 degré près. Et on souhaite que 95% de la température finale soit atteinte en moins de 4 minutes. Alors en ce qui concerne le fonctionnement, il s'agit d'un support rigide sur lequel est posée une nappe chauffante. Donc la nappe chauffante est en fait constituée d'une résistance chauffante qui est disposée sur la totalité de la surface. Et cette résistance chauffante est alimentée avec une tension continue, dans notre cas qui est comprise entre 0 et 12 volts. Donc lorsqu'on alimente la plaque chauffante avec une tension qu'on va appeler U, on va avoir un courant qu'on va appeler I qui va traverser notre résistance. Et donc on va avoir une puissance qui va être dissipée par cette résistance, qui va être égale à U fois I, et donc ce qui va amener un échauffement par effet Joule de cette résistance, ce qui va nous permettre d'atteindre une certaine température au niveau de la surface. On souhaite une température de surface de 55 degrés. Et on cherche la tension U, la tension d'alimentation, qui va nous permettre d'atteindre justement cette température. Donc pour l'instant, pas question d'asservissement ni de régulation. Il va s'agir en fait de trouver de manière empirique, donc par essai-erreur, la tension qui va convenir. Alors on commence avec une tension choisie un petit peu par hasard, ici par exemple égale à 3,7 volts. Donc on remarque que dans ces conditions-là, il y a un courant de 2,6 ampères qui va traverser notre résistance, soit, si on reprend la formule de tout à l'heure, une puissance dissipée par la résistance de 9,6 watts environ. Alors la température, elle est mesurée par une petite thermistance, qui est un petit composant dont la résistance va varier en fonction de la température. Alors on va observer l'évolution de la température en accéléré, et on remarque très vite qu'une telle tension va nous amener à dépasser la consigne de 55 degrés. Donc on va essayer avec une tension plus faible, ici par exemple 2,8 volts, et là encore on dépasse les 55 degrés. On baisse un petit peu la tension, cette fois-ci c'est plus suffisant, donc on va refaire un essai avec une tension un petit peu plus importante, par exemple 2,5 volts. Bon, et là ça semble convenir. Alors dans tous les cas, on retrouve un comportement similaire, une phase de variation de la température qu'on appelle un régime transitoire, et ensuite une température qui atteint une valeur finale et qui va définir ce qu'on appelle le régime permanent. Alors ce régime permanent, il n'est pas tout à fait à 55 degrés, mais on va considérer ici que c'est bon et que c'est conforme au cahier des charges. Ce qu'on vient de réaliser, ça s'appelle une commande en boucle ouverte. Le premier problème qui se pose, c'est qu'avec une telle commande, on est obligé d'adopter soit une approche empirique comme on vient de le faire, c'est-à-dire par essai-erreur, on envoie quelque chose en entrée et on regarde ce qui se passe en sortie, ou alors, et là c'était pas notre cas, on est obligé d'avoir un modèle physique qui nous permettrait d'avoir un lien entre la température et la tension. Si on avait un tel modèle, ça nous permettrait de savoir pour une température souhaitée, quelle tension mettre en entrée. Mais ces modèles justement, ils sont souvent très difficiles à obtenir, et c'est pour ça ici qu'on a adopté plutôt une approche empirique. Il y a un autre gros problème qui va se poser. Sur une imprimante 3D, pour refroidir un petit peu plus efficacement la dépose du fil, il va être parfois nécessaire d'actionner un petit ventilateur. Donc c'est ce qu'on va faire pour voir justement quel effet ça pourrait avoir sur notre température. Et là on voit qu'on vient de perdre 5 degrés et qu'on vient de s'éloigner complètement de nos températures souhaitées. Ce qu'on vient d'observer, c'est ce qu'on appelle une perturbation. Et le gros problème avec les commandes en boucle ouverte, c'est qu'elles sont incapables de gérer ce type de perturbation. Donc, on va devoir adopter une approche complètement différente. Le problème de ce type de commande en boucle ouverte vient du fait que ce qui se passe en sortie, ici l'évolution de la température, ne va avoir aucune influence sur ce qui se passe en entrée. Alors que pour que ça fonctionne, finalement il devrait y avoir un impact de ce qui se passe en sortie sur l'entrée. Il y a eu une perturbation, la température a chuté, on doit adapter l'entrée. Bon, ce qu'on va essayer de faire, c'est prendre la température mesurée en sortie et puis venir la comparer avec la température souhaitée, donc les 55 degrés. Tant que la température souhaitée n'est pas atteinte, on chauffe à fond, c'est-à-dire on impose une tension U qui vaut sa valeur maximum, soit 12 volts, et puis dès qu'on atteint cette température-là, on stoppe tout, et donc une tension U égale à 0 volts. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une commande en tout ou rien, et en fait, c'est le principe du thermostat. On remarque tout de suite qu'on va devoir faire intervenir un dispositif supplémentaire
qui va venir se positionner juste avant notre alimentation. Donc dans notre cas, ce dispositif, il est assuré par une carte à microcontrôleur Arduino. Donc nous, on n'agit plus directement sur notre alimentation, c'est ce dispositif en fait de régulation qui va venir gérer la tension d'alimentation. U égale 0 V ou U égale 12 V. Alors on va regarder ce que ça donne. Bon, déjà là, c'est un comportement totalement différent. En un essai, on arrive à avoir une température qui se rapproche de la valeur souhaitée par le cahier des charges. Donc on n'a plus du tout à agir directement sur notre tension, on laisse le système se débrouiller, puis on voit qu'il essaie d'atteindre cette température de consigne. Donc ça fonctionne mieux, mais c'est toujours pas concluant. On a une oscillation en fait autour des 55 degrés, et le cahier des charges nous imposait d'avoir aucun dépassement des 55 degrés. Alors ce dépassement justement, il est dû à quoi? On demande à notre système d'alimenter avec la tension maximale la plaque chauffante, tant que la température de consigne n'est pas atteinte. Donc on va passer en fait de U égale 12 V à U égale 0 V, juste au moment où on a atteint notre température de consigne. En fait, il est déjà trop tard. On l'a vu, on a parlé du régime transitoire tout à l'heure. Ce régime transitoire, il est dû à l'inertie thermique du système. La plaque, elle met un certain temps à se chauffer. Mais du même coup, à partir du moment où on coupe l'alimentation, l'inertie thermique va amener la température à encore augmenter légèrement. Et c'est ce qui se passe ici. Donc en fait, quand on coupe l'alimentation, il est déjà trop tard et on a dépassé notre température de consigne. Donc cette commande en tout ou rien, qui peut très bien faire l'affaire dans certains cas, va pas nous convenir ici. Le problème, on le voit, il est dans ce changement un petit peu trop brutal de la commande, de la tension d'alimentation. Donc la solution, ce serait plutôt d'avoir une évolution progressive de la tension d'alimentation en fonction de l'écart entre la température et la température de consigne. Autrement dit, plus je suis loin de ma température de consigne, plus je peux me permettre d'alimenter avec une tension importante, mais plus je me rapproche et plus je vais progressivement diminuer la tension d'alimentation. Et ça, c'est exactement ce qu'on appelle une boucle de rétroaction négative, et qui sera à la base de l'asservissement en température de notre système. Mais afin de mieux comprendre la notion de boucle de rétroaction négative, on va s'attarder un petit peu sur un autre exemple. Et cet exemple, vous le mettez en œuvre tous les jours. Ouais, c'est la chasse d'eau. Alors plus précisément, c'est le moment qui va suivre la chasse d'eau. C'est le moment où la cuve va venir se remplir. Parce que cette cuve, on doit tout le temps la remplir à un même niveau. On peut considérer ça comme une consigne en hauteur. Et c'est un petit système mécanique qu'on appelle un flotteur qui va nous permettre de remplir la cuve au bon niveau. En voici un. Alors celui dans vos toilettes a une architecture légèrement différente, mais le principe c'est exactement le même. Celui-là, il est plutôt utilisé dans des applications industrielles ou agricoles. Donc voici le problème auquel on est confronté. Donc, voici un petit montage dans lequel on a envie de remplir une cuve à une hauteur bien déterminée qu'on va appeler HC pour hauteur de consigne égale à 9 cm. Et pour remplir cette cuve, on a une arrivée d'eau qui va nous délivrer un certain débit qu'on va appeler grand D. Et c'est ce petit mécanisme qui va nous permettre d'atteindre notre hauteur de consigne et de la maintenir si jamais il y a une perturbation. Alors pour rappel, sur notre plaque chauffante, on avait montré la nécessité de chauffer beaucoup quand on était loin de notre consigne et de chauffer peu si on s'en rapprochait. Et c'est exactement l'équivalent qui se produit ici. Lorsque je suis loin de ma consigne, c'est-à-dire lorsque mon récipient, ma cuve, elle est vide, le flotteur va être bas, ce qui, par l'intermédiaire de ce petit mécanisme ici, va ouvrir en grand l'arrivée d'eau. Lorsque la cuve va se remplir, donc lorsque la hauteur d'eau va se rapprocher de ma hauteur de consigne. Mon flotteur, donc qui est la boule en métal ici, va se lever, va suivre le niveau d'eau, ce qui va, toujours par l'intermédiaire de ce petit mécanisme, venir refermer l'arrivée d'eau, l'ouverture d'eau, et donc ce qui va diminuer le débit d'eau. Alors, à condition que le montage soit bien réalisé, lorsque la hauteur d'eau H sera égale à la hauteur de consigne souhaitée, donc égale à 9 cm, l'arrivée d'eau sera complètement refermée, autrement dit le débit D sera égal à 0 m3 par seconde, et ainsi la cuve arrêtera de se remplir. La grandeur d'entrée de mon système, le débit, est conditionné par l'écart entre la consigne et la grandeur en sortie. Alors en sciences de l'ingénieur, il y a une manière assez commode de représenter ce type de système, c'est avec des blocs. Donc on a déjà notre bloc qui représente notre système, avec notre entrée et notre sortie, et on voit, comme on vient de l'observer, que la sortie, la hauteur, va avoir une influence sur l'entrée. C'est d'ailleurs ce qui explique le comportement asymptotique qu'on a pu voir sur la courbe. On vient tendre vers une valeur finale, une valeur à convergence. Plus on s'en rapproche, plus la pente de la courbe est faible. Ce qui est normal parce que plus je m'en rapproche, plus l'écart est faible, et donc plus le débit est faible. Donc plus la cuve se remplit lentement. Et ça, ce comportement asymptotique, c'est quelque chose qu'on va très souvent retrouver sur ce type de régulation. Alors, on va essayer de mettre ça en œuvre sur l'exemple du plateau chauffant. Donc si on suit ce qui a été fait, on va se retrouver avec un schéma bloc de la forme suivante. On a notre tapis chauffant, et donc on a la sortie, la température, qui va être mesurée, et donc on a une boucle de retour constituée du capteur, qui va nous permettre de comparer la température de consigne avec la température mesurée au niveau du plateau, et la différence de température entre les deux va être
traité par un dispositif de régulation, et c'est ce qui va conditionner la tension d'alimentation du système. Donc on a bien ici un système en boucle fermée, qui s'oppose bien à la boucle ouverte qu'on avait tout au début de la vidéo, avec notamment une boucle de retour. Et lorsque cette boucle de retour, elle est constituée d'un capteur, c'est le cas ici grâce à la petite thermistance qui vient mesurer la température, que l'information qui est délivrée par ce capteur va être comparée avec une autre grandeur de même nature. Ici c'est le cas, on a bien une température qui va être comparée à une température. On parle alors dans cette situation d'asservissement. Comme dans le cas de la commande en tout ou rien, on a un nouveau bloc ici, c'est le dispositif de régulation. Donc c'est ce dispositif de régulation qui va, pour un écart donné entre la consigne et la température mesurée, imposer une tension d'alimentation de mon plateau chauffant. Alors ce dispositif, en fait, il a deux objectifs. Ça va être d'une part corriger la tension d'alimentation en fonction de l'écart, est-ce que je suis loin ou pas de ma consigne, mais également d'amplifier le signal relatif à l'écart. En effet, cet écart, ici, comme on l'a dit, il est calculé par la thermistance et il va être traité, dans notre cas, par un microcontrôleur, une petite carte Arduino. En tout cas, il s'agit bien d'une information. Cette information, par définition, elle ne peut pas convenir pour directement donner une tension d'alimentation, qui elle correspond à de l'énergie électrique. Donc, dans ce dispositif de régulation, il y a forcément un élément qui va jouer ce rôle d'amplification, qui va délivrer une énergie électrique, notre tension, qui sera l'image de notre signal. Donc c'est pour ça qu'on a sur cette carte Arduino une petite carte d'interface qui va permettre de jouer le rôle d'une alimentation qui va être commandée électriquement. Donc en fonction de l'ordre qu'elle reçoit de la carte Arduino, elle va imposer aux bornes de la résistance chauffante une tension d'alimentation plus ou moins grande. Au-delà de cet aspect assez technologique, et pour simplifier un petit peu tout ça, on va considérer que ce dispositif de régulation, donc que tout cet ensemble-là joue un rôle de correcteur et qui va transformer directement mon écart en une tension d'alimentation. Et donc, on peut se ramener à ce schéma bloc-là. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce bloc correcteur, étant donné qu'il est pris en charge par la carte Arduino, on va pouvoir, juste en modifiant quelques lignes de code, nous-mêmes choisir la relation qu'il va y avoir entre la sortie et l'entrée. Bon, le plus simple finalement, c'est d'avoir une relation linéaire. Si on a une relation linéaire, ça colle exactement à ce qu'on a envie d'avoir. Quand mon écart est nul, j'ai bien une tension d'alimentation qui sera nulle, et plus mon écart augmente, plus ma tension d'alimentation va être forte. Et donc, on a seulement un paramètre qui va conditionner ma sortie de ce bloc correcteur en fonction de mon entrée, c'est un coefficient de proportionnalité qu'on va appeler K indice P. P pour proportionnel. Attention, on a une zone de linéarité qui est en fait restreinte. En effet, si j'ai une température en sortie qui devient supérieure à ma température en entrée, je vais avoir un écart négatif. Donc a priori, si tout est linéaire, je devrais avoir une tension d'alimentation négative. Alors sur certains systèmes, ça va être le cas. Quand on a un écart négatif, j'ai une tension d'alimentation négative. Mais dans notre cas, une tension négative, ça n'a pas de sens. Donc en fait, quand ma température en sortie sera plus grande que ma température en entrée, j'aurai juste une tension d'alimentation qui sera égale à 0. Et puis avec une relation linéaire, si on regarde ce qui se passe quand mon écart devient très très grand, a priori, je vais avoir une tension qui tend vers plus l'infini. Et ça n'a pas de sens non plus. Donc, on va observer ce qu'on appelle une saturation, qui est conditionnée par le matériel que j'utilise. Ici, j'ai une alimentation, je l'avais dit au début de la vidéo, qui est comprise entre 0 et 12 volts. Donc forcément, je ne pourrais pas avoir une tension d'alimentation plus grande que 12 volts. Et donc je vais avoir ce palier, ce qu'on appelle une saturation, à 12 volts. Mais nous, pour la suite, on va se concentrer sur cette zone de linéarité, donc cette zone dans laquelle je vais avoir ma tension d'alimentation qui est directement proportionnelle à mon écart. Bon, maintenant il reste à choisir quel coefficient de proportionnalité prendre. En effet, comme je l'ai dit, on a la possibilité, lors de la programmation de la carte Arduino, de paramétrer ce coefficient-là. À combien doit être égal Kp? Il y a des méthodes analytiques qui permettent de le déterminer en fonction d'un cahier des charges souhaité, mais ici, comme depuis le début, on adopte plutôt une approche empirique, et ben on va continuer comme ça. On va commencer avec un Kp qui est assez faible. Prenons par exemple Kp égale à 0,4. Donc on retrouve ce comportement asymptotique qu'on a vu tout à l'heure, et on va essayer de faire le bilan sur ce qu'on vient d'obtenir vis-à-vis du cahier des charges. Alors le cahier des charges nous imposait une température de 55 degrés avec une précision de 1 degré. En fait, quand on travaille avec des systèmes asservis, on va parler d'un écart statique. L'écart statique, ça va être en fait la différence entre notre consigne et la valeur en sortie mesurée en régime permanent. Donc on l'écrit mu indice S, S pour statique, qui va être dans notre cas égal à la température de consigne moins la température indice infini, pour indiquer qu'on regarde ici la température en régime permanent. Bon, et on marque tout de suite que dans notre cas, cet écart statique vaut 55 moins 50 égale 5 degrés, ce qui est au-delà de l'écart statique qui était demandé, qui était en fait de 1 degré. Alors le deuxième critère du cahier des charges nous indiquait qu'il fallait atteindre 95% de la valeur finale, de la température finale en moins de 4 minutes. Cet élément du cahier des charges, c'est en fait ce qu'on appelle le temps de réponse à 5%. Il s'agit en fait de regarder combien de temps je vais mettre pour atteindre ma valeur à convergence, ma valeur donc finale en régime permanent,
à 5% près, donc 95% de ma valeur finale. Dans notre cas, 95% de 50, c'est 47,5. Donc on va regarder combien de temps on a mis pour atteindre 47,5 degrés. Et donc ici, on lit sur notre courbe que notre temps de réponse à 5% est d'environ 100 secondes, soit environ 1 minute 40. Ce qui permet déjà de valider ce critère de rapidité. Et puis il y avait un dernier élément dans notre cahier des charges qu'elle lui aussi vérifiait. Il s'agissait d'éviter tout dépassement. Et là c'est bien le cas, on n'observe aucun dépassement. Mais il reste que notre cahier des charges ne peut pas être validé parce qu'on a un écart statique qui n'est pas bon. On a une précision trop faible. Alors ça ne veut pas dire que notre asservissement ne fonctionne pas, c'est juste que le coefficient Kp qu'on a choisi n'est pas le bon. On va essayer de comprendre pourquoi. On va regarder l'erreur non pas en régime permanent, pas l'erreur statique, mais l'erreur à différents instants. Donc on va regarder au début avec une température initiale, c'est notre état initial qui est de 30 degrés. Dans ce cas-là, on a donc une erreur à ce moment-là de 25 degrés. Avec ma boucle de rétroaction, je vais obtenir donc un écart qui va être de 25 degrés. Si je multiplie cet écart par mon coefficient Kp égal à 0,4, j'obtiens une tension d'alimentation égale à 10 volts. Ça veut dire qu'à ce moment-là, mon tapis chauffant est alimenté avec une tension d'alimentation qui vaut 10 volts. Autrement dit, avec une tension relativement importante. Mon tapis chauffant va faire son travail, il va chauffer, la température augmente, j'arrive à 40 degrés. 40 degrés, cette fois-ci, mon écart va valoir 15 degrés. Soit en multipliant par le coefficient Kp qui vaut 0,4, une tension d'alimentation de 6 volts. Donc je vais continuer à chauffer, j'arrive à 45 degrés, j'obtiens un écart de 10 degrés, donc une tension d'alimentation de 4 volts. Et puis dès qu'on arrive à 50 degrés, j'ai un écart de 5 degrés, multiplié par 0,4, ça me donne une tension d'alimentation de 2 volts. Et là, le système se stabilise lui-même à cette température-là. Il converge vers cette température-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ma résistance chauffante, dans les conditions dans lesquelles elle est disposée ici, sans perturbation extérieure, il lui faut exactement 2 volts pour avoir une température en régime permanent de 50 degrés. Ça correspond en fait au résultat qu'on avait obtenu précédemment quand on se mettait en boucle ouverte, quand on venait régler en fait notre tension à la main sur notre bloc d'alimentation. Et donc en fait, quand on a un écart de 5 degrés, pour que notre système gagne en précision, il faudrait qu'on ait une tension d'alimentation un peu plus importante que 2 volts. Et donc il nous faut un coefficient Kp qui est plus grand. Donc on va essayer cette fois-ci avec Kp égale 3,5. Donc au départ, on a le même phénomène, notre température augmente, mais cette fois-ci, quand on arrive à 50 degrés, là on s'est arrêté tout à l'heure avec le réglage précédent, un écart de 5 degrés multiplié par 3,5 va me donner une tension d'alimentation de 17,5 volts. Alors attention, on l'a vu, la tension elle est en fait saturée, ce qui fait qu'elle va stagner, entre guillemets, à 12 volts. Donc en fait, dans ce cas-là, je n'ai pas 17,5 volts, j'ai 12 volts. En tout cas, c'est largement suffisant pour que le tapis continue à chauffer. Et donc je ne vais pas m'arrêter à ces 50 degrés, je vais continuer d'augmenter. Là, je suis à 1 degré de ma température finale, je suis à 54 degrés. Donc j'ai un écart de 1 degré, 1 multiplié par 3,5, ça me donne une tension d'alimentation de 3,5. Ça me permet de continuer encore un petit peu plus à chauffer. Et puis on voit qu'on va converger vers une valeur légèrement supérieure, qui est égale à 54,3, ce qui implique un écart de 0,7 degrés, qui, une fois multiplié par mon coefficient Kp, va me donner une tension d'alimentation d'environ 2,5 volts. Et là, on voit que la tension d'alimentation qui vient d'être déterminée de manière automatique correspond en fait à la tension d'alimentation qu'on avait déterminée précédemment en boucle ouverte. Sauf que là, cette tension d'alimentation a été, entre guillemets, trouvée toute seule. Donc ici, notre cahier des charges est vérifié. Mon écart statique, c'est-à-dire la différence entre ma température atteinte en régime permanent et ma température de consigne, vaut 0,7 degrés. J'ai toujours pas de dépassement. Et le système, il est même un petit peu plus rapide, puisque cette fois-ci, j'ai un temps de réponse à 5% qui vaut environ 1 minute. Donc ça y est, on a trouvé un réglage de notre coefficient qui semble convenir. Alors, on pourrait se dire, pourquoi finalement faire quelque chose de si compliqué alors qu'on est arrivé au même résultat qu'avec la commande en boucle ouverte? Sauf que cette fois-ci, cette tension d'alimentation va s'adapter toute seule sans qu'on ait à intervenir sur le système. Autrement dit, s'il se produit maintenant la même perturbation qu'il y a eu tout à l'heure, mon système va lui-même s'adapter, il enregistre une augmentation de l'écart, ce qui va amener la tension d'alimentation à augmenter davantage. Et donc on sera plus à 2,5 volts, on se rapprochera des 3 volts. Et puis l'autre grand avantage, c'est qu'une fois que notre système est réglé, si cette fois-ci je souhaite une nouvelle consigne, par exemple 45 degrés, j'ai juste à changer cette température de consigne, et le système va s'adapter de lui-même pour atteindre cette température-là. Alors voilà, ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'on appelle un asservissement avec une correction de type proportionnel. En ingénierie, c'est quelque chose de fondamental et qui va nous permettre de répondre à tout un tas de problématiques techniques. Mais attention,
c'est pas une solution qui va convenir dans tous les cas. D'ailleurs, même dans le cas de l'imprimante 3D, on a en réalité des types de corrections qui sont un peu plus compliqués pour pouvoir répondre à tous les types de perturbations. Et puis en plus, là, ce que je viens de vous montrer, tout fonctionne dans une plage assez restreinte de fonctionnement. Donc ça a forcément des limites. Et puis il y a des systèmes asservis pour lesquels ce type de correction, donc un simple coefficient de proportionnalité, ne lui permettra tout simplement pas de fonctionner. Et on va tout de suite voir ça avec un dernier petit exemple. Alors voici un petit robot qui est monté sur 2 roues. Bon, son objectif, c'est de tenir en équilibre. Pour ça, il va agir sur les 2 petits moteurs à courant continu qu'il compose, ce qui lui permet d'entraîner en avant ou en arrière ces 2 roues pour garder son équilibre. Donc en reprenant le formalisme qu'on a utilisé tout à l'heure, j'ai une consigne, cette fois-ci c'est un angle par rapport à la verticale, qu'on va appeler θ, qui doit être égal à 0. Donc j'ai mon système, mon petit robot, qui reçoit en entrée une tension d'alimentation de ces 2 moteurs. Les deux moteurs sont alimentés de la même manière. Une tension qui peut être positive ou négative cette fois-ci, en fonction du sens dans lequel les roues doivent tourner. Et puis en sortie, j'ai un angle, θ, l'angle de mon robot par rapport à un plan vertical. Cet angle, il va être mesuré en permanence par une petite station inertielle qui est composée d'un gyroscope et d'un accéléromètre. Cet angle mesuré va être comparé en permanence avec un angle de consigne. Ici, étant donné qu'on a envie que notre robot reste droit, il va être comparé en permanence avec un angle de consigne θ qui vaut 0 degré. Et puis je vais toujours avoir un dispositif de régulation qui va corriger la tension d'alimentation des moteurs en fonction de l'écart entre la position angulaire de mon robot et puis la position horizontale, la position souhaitée. Et on va commencer avec une simple correction proportionnelle. Le coefficient de proportionnalité qu'on a utilisé vaut 9. On va voir ce que ça donne. Bon, on voit tout de suite ici que notre petit robot il a du mal à se stabiliser, donc on va essayer dans un premier temps de changer le coefficient de proportionnalité. On décide toujours de manière un petit peu arbitraire de le passer de 9 à 3. Bon, ça semble pas être la bonne solution, et au contraire notre robot devient de plus en plus lent à réagir. On va augmenter au contraire ce coefficient, on va le monter à 15. Alors là il est beaucoup plus réactif, mais on voit qu'il arrive toujours pas vraiment à tenir debout. Donc là on a réalisé plusieurs essais en augmentant le coefficient de proportionnalité, en le diminuant, mais avec une simple correction proportionnelle, on n'arrive pas à faire fonctionner notre petit robot. Autrement dit, on n'arrive pas à le faire tenir debout. Et donc là on a un nouveau problème en fait, auquel on n'a pas été confronté tout à l'heure, ni avec le plateau chauffant, ni avec le petit flotteur que je vous ai montré, c'est le problème de la stabilité. Donc contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, la grandeur de sortie, ici la position angulaire du robot, plutôt que de converger vers une valeur finale, va se mettre à osciller et osciller de plus en plus jusqu'à diverger. Et c'est ce qui caractérise l'instabilité de ce système. Et donc il est des systèmes, et celui-ci en fait partie, pour lesquels une simple correction proportionnelle ne va pas suffire. Le lien qui va exister entre la tension d'alimentation du système, alors qui peut être une autre grandeur physique en fonction des exemples, et puis l'écart, ne va plus être juste une relation de proportionnalité, mais va faire intervenir d'autres opérations mathématiques. On va avoir notamment, avec ce qu'on appelle les correcteurs PID, P pour proportionnel, I pour intégrale et D pour dérivée, des relations d'intégration et des relations de dérivation entre la tension d'alimentation du système et l'écart mesuré. Et c'est d'ailleurs ce qui est implémenté sur ce robot pour pouvoir le faire fonctionner. On verra dans une autre vidéo pourquoi ce type de correcteurs peuvent nous permettre d'atteindre le comportement souhaité. Une fois de plus, je rentre pas dans le détail, mais en proposant ces coefficients-là, qui ont été réglés au préalable, on voit que notre petit robot, cette fois-ci, arrive à tenir tout seul en équilibre.